ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien d'actualité avec les informations qui vous concernent. Vous allez suivre l'essentiel de l'actualité politique et parlementaire avec bien sûr des reportages en région pour une information de proximité en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. C'est parti pour 90 minutes. Voici le programme qui vous attend. Le salon de l'agriculture se poursuit à la porte de Versailles à Paris et dans ce contexte, les agriculteurs continuent à avoir des difficultés, des faibles revenus, des aides européennes qui sont en suspens et une ouverture à la concurrence mondiale. On en parlera avec le sénateur socialiste de la Nièvre, Patrice Joly. À 8h, notre invité politique, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Et puis, comme chaque semaine, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, on suit la campagne municipale dans le département de la Seine-Maritime. Aujourd'hui, direction Rouen, où l'incendie de l'usine Lubrizol, il y a 5 mois, a fait de l'écologie un thème central des débats. Et enfin, le club des municipales avec notre bande de journalistes qui débattent de la campagne municipale. Aujourd'hui, nous irons à Lille, à Toulouse et à Marseille. Mais avant cela, les autres informations de ce mercredi 26 février. La France est-elle prête à faire face à une épidémie du coronavirus ? 2 nouveaux cas d'infection sur le sol français ont été annoncés hier. Et puis concernant la crise italienne, le ministre français de la Santé, Olivier Véran, qui était hier à Rome, a refusé de fermer la frontière franco-italienne. La réforme des retraites continue de s'enliser à l'Assemblée nationale et Édouard Philippe, le Premier ministre, a évoqué hier la possibilité d'utiliser l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer ce texte sans vote du Parlement. Nouvelle étape dans la création d'une justice européenne. Le Sénat examine en ce moment un projet de loi pour créer un parquet européen. L'objectif de ce parquet, lutter notamment contre la fraude fiscale transnationale. On débute avec le sénateur du jour. Il est élu du groupe socialiste au Sénat, élu du département de la Nièvre. Bonjour Patrice Joly. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin. On va commencer par l'actualité et la réforme des retraites, le débat qui continue de s'enliser à l'Assemblée nationale. Et il y a une nouveauté, le Premier ministre Édouard Philippe a évoqué clairement la possibilité d'utiliser l'article 49.3 pour passer en force. C'est une solution ? C'est une solution effectivement juridique, institutionnelle qui est prévue par la Constitution, qui est prévue dans le cadre de ce que l'on a appelé le parlementarisme rationalisé, éviter que les débats s'enlisent, sauf que sur un sujet comme celui-ci, on a besoin de prendre le temps, de mûrir le projet, de le faire partager, de l'amender surtout. Et là, on a un certain nombre de sujets qui aujourd'hui font craindre au plus grand nombre qu'ils ne s'y retrouveront pas dans cette réforme des retraites. D'ailleurs, le Conseil d'État lui-même a dit qu'il n'avait pas suffisamment d'éléments lorsqu'il a formulé son avis pour pouvoir juger de la justesse des objectifs poursuivis. Mais avec plus de 40 000 amendements déposés à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il n'y a pas quand même une obstruction à l'examen de ce texte ? Oui, mais au-delà de ça, d'une manière plus générale, depuis 2 ans que je suis au Sénat, je trouve que les choses vont beaucoup trop vite. On court après les textes, on n'a pas suffisamment le temps de les examiner, de les approfondir. Et il faut prendre le temps, a fortiori sur une réforme sociétale comme celle-ci. Et il se trouve que d'une manière générale, les Français ont besoin de ce temps-là. Aujourd'hui, les différentes réformes qui ont été effectuées depuis maintenant 2 ans témoignent qu'elles ne sont pas nécessairement intéressantes pour beaucoup de catégories de Français. Et aujourd'hui, les Français craignent effectivement le mauvais coup à travers les réformes qui leur sont proposées. D'ailleurs, l'OFCE, qui est un organisme qui analyse les politiques publiques, a démontré que les catégories les plus riches avaient plutôt profité des réformes de ces 2 dernières années, que les catégories les plus pauvres peinaient et que leur pouvoir d'achat allait se réduire pour au moins 15% des Français. Prenons le temps. Je crois qu'il y va aussi de la cohésion nationale et de l'envie de faire en sorte que l'on se retrouve collectivement à faire communauté républicaine, c'est-à-dire que l'on soit partie prenante de l'ensemble de la communauté nationale. Mais est-ce qu'on peut faire vraiment communauté républicaine, comme vous dites, sur un texte aussi important qui est clivant, avec un vrai clivage droite-gauche, un texte comme la réforme des retraites ? Il y a des sujets sur lesquels, effectivement, on pouvait tous être d'accord, c'est-à-dire la nécessité de plus d'égalité dans le régime. On voit qu'il y a des situations qui ne s'expliquent pas. Il y a des prises en compte de types de métiers qui n'existent pas. Aujourd'hui, la pénibilité sur certains métiers n'est pas suffisamment prise en compte et c'est très important de le faire.
on témoigne, les espérances de vie qui ne sont pas les mêmes, qui nécessitent que l'on prenne en compte cette pénibilité et donc les conséquences que ça a sur la vie des uns et des autres, qui à la fois est une problématique d'ordre social, mais qui est aussi une problématique d'ordre territorial. Pour vous donner un exemple, dans le département de la Nièvre que je représente aujourd'hui, l'espérance de vie est de 6 ans inférieure à la moyenne nationale. C'est une inégalité absolument injustifiable qui doit être traitée comme il se doit. Ça tient à beaucoup de choses, au niveau de revenus qui est plus faible que la moyenne nationale, au type de métiers qui sont pénibles, agriculteurs, artisans, commerçants, dans l'industrie aussi, sur nos territoires ruraux on a de l'industrie et ces métiers sont des métiers très pénibles. Donc les métiers pénibles qui sont évidemment concernés par la réforme des retraites. On va parler d'un autre sujet. Alors Patrice Joly, vous êtes membre de la commission des finances du Sénat et hier la Cour des comptes a publié son rapport annuel, un rapport qui est plutôt négatif vis-à-vis de la politique budgétaire du gouvernement. Ce rapport dénonce, je cite, un redressement des finances publiques à l'arrêt avec une stagnation de la dette à 100% de la richesse nationale. La France n'a pas fait assez d'efforts budgétaires ? Elle n'a pas fait assez d'efforts budgétaires lorsqu'elle se prive de recettes, et des recettes importantes, notamment par rapport aux lois qui ont été prises depuis maintenant 2 ans, et on pense en particulier à l'impôt sur la fortune, plus de 4 milliards d'euros qui manquent dans les caisses. Bien évidemment, ça plombe le budget quand en face, il y a des dépenses qu'il est nécessaire de réaliser pour rendre les services qu'attendent notre population. Puis cette histoire toujours de déficit public, de rigueur dans la gestion des finances publiques repose quand même toujours sur un ratio qui est 3% du PIB, qui est un ratio qui, aujourd'hui, tout le monde le reconnaît, les économistes, les spécialistes des finances publiques, a été au doigt mouillé à un moment donné retenu. Il n'a aucune justification particulière. Donc faisons en sorte que les recettes rentrent, c'est-à-dire en n'allongeant pas les prélèvements sur ceux qui ont plus de moyens. Faisons en sorte surtout que la fraude, qui représente 80 milliards d'euros, peut-être 100 milliards d'euros selon certains, c'est une estimation, soit véritablement combattue comme il se doit, et on apportera des réponses à ce problème d'équilibre budgétaire. Bien évidemment, il faut être en mesure de satisfaire à son obligation de rembourser la dette, mais nos concitoyens sur nos territoires, et en particulier sur les territoires ruraux, et d'une manière plus générale sur ce qu'on appelle les territoires périphériques, c'est-à-dire on en trouve également dans les métropoles, ont besoin qu'on leur apporte des services. Aujourd'hui, et on a témoigné le mouvement des Gilets jaunes, ce que les gens reprochent, c'est de ne plus avoir accès aux services de qualité dans divers domaines, en particulier celui de la santé, qui aujourd'hui est un problème particulièrement aigu. Et pour vous, le gouvernement va remettre des services publics dans les territoires, notamment avec ces fameuses maisons France Service ? C'est une réponse, on verra ce qu'il en est, mais ce qu'attendent nos concitoyens, c'est la santé, c'est l'éducation, ce sont les services de base, l'accès bien évidemment, et ce redéploiement qui va être mis en place, on verra ce qu'il en est, qui transfère quand même une partie des charges. La moitié en gros du budget de ces maisons de services publics est assumée par les collectivités locales, qui sont quand même aujourd'hui exemptes financièrement, en particulier les départements. Allez, on va maintenant parler d'agriculture, puisque le salon de l'agriculture se poursuit cette semaine à la porte de Versailles à Paris. Avant d'évoquer toutes les problématiques que connaissent les agriculteurs, un mot sur la race charolaise, qui est une race typique de votre département de la Nièvre. Cette race charolaise, elle est mise à l'honneur au salon de l'agriculture avec notamment l'égérie, la vache idéale. La charolaise, c'est une fierté agricole pour la Nièvre ? Le verdige charolais, c'est idéal. En tout cas, dans le département, effectivement, c'est la production. Hein, c'est un élevage qui est principal en matière dans l'agriculture nivernaise. Il y a même, dans ce département, à Manicourt, qu'on connaît pour le circuit, il y a même ce qu'on pourrait appeler, c'est la capitale du charolais, dans la mesure où il y a l'état civil, le Herdbook charolais, qui est installé ici et qui permet d'avoir la traçabilité génétique de l'ensemble des productions de charolais, en tout cas les plus emblématiques. C'est très important. J'ai l'impression que le charolais dans le monde est à la viande, ce que le Bourgogne ou le Bordeaux est au vin, c'est-à-dire quelque chose qui est particulièrement reconnu pour sa qualité, et c'est vrai que sur notre territoire, c'est important. Il y a plus de charolais que d'habitants sur le département de la Nièvre. Alors vous le savez, c'est un élevage qui est un élevage principalement naisseur. Les bêtes sont engraissées à l'extérieur, et aujourd'hui, les agriculteurs peinent à trouver un revenu à hauteur de leurs efforts qui leur permettent de vivre correctement compte tenu de divers aléas.
Alors on va maintenant parler des dossiers importants pour les agriculteurs. Les agriculteurs qui continuent, et notamment les éleveurs, qui continuent d'avoir de faibles revenus alors que la loi agriculture et alimentation du gouvernement était censée réinverser la construction des prix et notamment augmenter leurs revenus. Ce n'est pas le cas dans la réalité, dans leur porte-monnaie. Cette loi, c'est un échec ? Aujourd'hui, c'est un échec. Bon, elle n'a qu'une année complète, celle de 2019, pour avoir été mise en œuvre. On verra peut-être ce qui pourra advenir dans les mois qui viennent. En tout cas, l'année 2020 sera significative sur ce que cette loi Egalim apportera aux agriculteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs de la filière ne jouent pas le jeu. Les grandes surfaces, les groupements d'achat des grandes surfaces, aujourd'hui, ont trouvé des stratégies de contournement pour garder de la valeur ajoutée et ne pas la redistribuer telle que ça avait été envisagé, tels qu'étaient les objectifs que nous partagions tous. Effectivement, il faut permettre aux agriculteurs de vivre correctement de leur métier. Alors on le disait, la Nièvre est une terre d'élevage. Qu'est-ce que vous disent les éleveurs nivernais, notamment à propos du CETA, ce traité de libre-échange avec le Canada qui va amener de la viande canadienne importée en France? Comment ils perçoivent cet accord de libre-échange? Avec une très grande crainte, c'est-à-dire que même sans inonder le marché, les importations déterminent le prix. Le prix est déterminé par rapport à ce qu'on appelle le prix marginal, c'est-à-dire le dernier kilo qu'on met sur le marché détermine le prix de l'ensemble du marché. Effectivement, les importations, quel que soit leur volume, ont un impact sur le prix et craignent le pire, bien évidemment. Un mot sur le vin, qui est également un marqueur du territoire bourguignon. Les viticulteurs français, en ce moment, ils sont victimes des taxes américaines de Donald Trump en représailles d'un conflit commercial à l'échelle européenne, mais un conflit commercial qui concerne Airbus. C'est une injustice aujourd'hui pour les viticulteurs français. C'est clairement une injustice, c'est un handicap réel par rapport là aussi à ces productions qui sont emblématiques à la fois de cette région Bourgogne, mais également de la France. Je veux dire, ça participe à l'image de notre pays. Ces générateurs dans la balance commerciale, ça n'est pas du tout négatif. Et on se trouve maintenant confronté à des concurrences qui ne sont pas des concurrences loyales, avec des logiques qui dépassent les seules logiques liées à la production, qui sont liées en fait à des transactions géopolitiques. Et les viticulteurs demandent au gouvernement de mettre en place un fonds d'urgence de 300 millions d'euros pour soutenir la filière. C'est au gouvernement de mettre la main à la poche? C'est la solidarité nationale, bien évidemment, parce que tout ça, l'enjeu est lié à des enjeux politiques globaux, des enjeux internationaux de négociation qui dépassent les acteurs locaux et les producteurs de vins bourguignons comme producteurs dans d'autres secteurs d'activité, bien évidemment. Alors, autre sujet agricole, le budget de la PAC, de la politique agricole commune, qui est toujours en négociation en ce moment à Bruxelles. Il n'y a pas d'accord. Est-ce qu'on peut parvenir à un accord pour un maintien de ces aides européennes ou est-ce qu'il faut se résoudre à des aides moindres compte tenu du Brexit et de l'absence de contribution britannique? On a les plus grandes inquiétudes par rapport justement à cette négociation, à la fois des crédits européens globalement, mais également plus spécifiquement des crédits de la PAC qui sont la part la plus importante du budget européen et qui concernent en particulier la France, qui est le premier bénéficiaire de cette politique agricole. Vous savez qu'on a commencé la négociation avec une perspective de réduction au pouvoir d'achat des crédits de la PAC de l'ordre de 12% à échéance 2027, ce qui est énorme. Compte tenu de la situation économique dans laquelle sont les agriculteurs, ça ne serait pas tenable. Aujourd'hui, vous l'avez indiqué, les négociations s'enlisent et on peut avoir les plus grandes craintes sur le maintien de ces crédits qui sont indispensables au maintien de l'agriculture telle qu'on la conçoit sur nos territoires. C'est une agriculture qui à la fois se modernise mais qui reste paysanne, avec des paysans qui restent autonomes sur leurs exploitations. C'est un vrai sujet un sujet macroéconomique qui dépasse même les problématiques propres à l'agriculture. La PAC irriguait nos territoires du point de vue économique et donc raisonnait sur les autres secteurs d'activité. Il faut que la France se batte. Elle peut nouer des alliances avec d'autres pays qui sont dans notre situation. J'ai eu l'occasion de rencontrer des responsables roumains à ce sujet-là qui sont tout à fait sur la position française. Donc il faut continuer le bras de fer avec nos autres membres de l'Union européenne, justement, pour qu'on puisse obtenir satisfaction. Continuer le bras de fer. Alors on va continuer à parler d'Europe, mais cette fois-ci de justice européenne, car le Sénat examine en ce moment un projet de loi pour créer un parquet européen. On en parle avec notre journaliste parlementaire, Fanny Conqui.
Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, bonjour Monsieur le Sénateur. Alors, que contient ce projet de loi qui crée un parquet européen ? Oui, alors hier le Sénat, vous l'avez dit, a examiné un projet de loi relatif au parquet européen et à la justice pénale spécialisée. Alors concrètement, que contient ce texte ? Le projet de loi porté par la garde des Sceaux Nicole Belloubet comporte 2 parties. Une première partie relative au parquet européen. C'est l'illustration de la coopération renforcée dans le domaine judiciaire en Europe. Il sera effectif en novembre prochain. Il sera basé à Luxembourg et il sera dirigé par la Roumaine Laura Kövesi. On rappelle que la Commission européenne avait présenté une proposition de parquet européen déjà en 2013, mais à l'époque, les négociations n'avaient pas abouti. Le projet était jugé trop centralisé. À l'époque, le Sénat, d'ailleurs, avait rejeté ce texte. Cette nouvelle version du parquet européen garantit la souveraineté de chaque État et c'est ce que souhaitaient les sénateurs. Alors, quel sera son rôle sera d'enquêter et de poursuivre les fraudes au budget de l'Union européenne et d'autres infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme les escroqueries à la TVA, la corruption ou encore le détournement de fonds publics. On rappelle par exemple que selon le Conseil de l'Union européenne, la fraude transnationale prive chaque année les États membres d'au moins 50 milliards d'euros de recettes de TVA. Et je vous propose d'écouter Philippe Bonnecarrière, sénateur centriste. Il est le rapporteur du texte au Sénat. Il y a un certain nombre d'infractions qui sont par nature transfrontalières. Je pense à des actes de corruption dans l'utilisation de subventions européennes. Je pense surtout aux fraudes à la TVA, qui sont très souvent des fraudes qui concernent plusieurs États. Donc, il y a bien besoin d'une forme de centralisation. Et il faut aussi avoir en tête que l'Europe, c'est un État de droit. Ce n'est pas simplement un marché unique pour l'économie, ce sont aussi des valeurs, ce sont des règles juridiques communes. Alors, comment va fonctionner ce parquet européen ? Il réunira 22 des 27 États membres. Il y a donc 5 pays qui n'y participeront pas. C'est la Suède, le Danemark, l'Irlande, la Hongrie et la Pologne. Ce parquet européen va fonctionner sur 2 niveaux. Premier niveau, au niveau européen. Le parquet basé à Luxembourg sera composé du chef du parquet européen et de 22 procureurs représentant chacun un pays. Et puis, au niveau de chaque pays participant, il y aura des procureurs européens délégués. Ils seront chargés du suivi opérationnel des enquêtes et des poursuites. Alors, il y a un autre volet dans ce texte qui concerne cette fois-ci la justice française et qui crée des tribunaux spécialisés, une justice pénale spécialisée. Oui, et ça concerne notamment les sujets environnementaux. Le texte prévoit la création d'une juridiction spécialisée dans chacune des cours d'appel en France avec des magistrats dédiés. Ils traiteront par exemple des pollutions des sols par les activités industrielles, des infractions à la réglementation des espèces ou des espaces protégés ou encore des infractions à la réglementation sur les déchets industriels. L'objectif, c'est que la justice soit rendue plus vite par ces magistrats dédiés. Ce projet de loi a donc été examiné hier au Sénat. Il sera voté le 3 mars prochain en séance et il sera ensuite à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup Fanny. Patrice Joly, ce parquet européen, c'est un bon outil pour notamment lutter contre la fraude fiscale internationale. Oui, la fraude fiscale, la fraude en général, y compris au fonds européen. Pour vous donner une idée de l'enjeu, on dit que la fraude à l'échelle européenne représente 1000 milliards. Alors ça ne vous dit rien, moi non plus, en termes de réalité budgétaire. C'est l'équivalent de 6 budgets européens, 6 budgets annuels, ceux qu'on est en train de négocier sur la période 2021-2027. Vous imaginez, il suffirait d'éviter même 10% des problèmes des fraudes que l'on constate et on aurait réglé les problèmes budgétaires européens dont on parlait tout à l'heure. Donc l'enjeu est majeur. J'ai eu l'occasion l'année dernière de faire un rapport d'information sur ces questions de lutte contre la fraude au fonds européen. Alors on détecte aujourd'hui par le dispositif existant 0,3% des montants payés. Or, on considère, et il n'y a pas de raison que sur ce secteur-là, on ne retrouve pas les mêmes situations que dans d'autres secteurs, la fraude aux assurances, à l'échelle européenne, représenterait 10%. Vous imaginez le chemin qu'il va y avoir à faire pour pouvoir justement lutter et être à la hauteur des enjeux financiers. C'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, il existe un organisme à l'échelle européenne, on appelle l'OLAF, l'organisation de lutte contre la fraude à l'échelle européenne, qui n'avait pas les moyens juridiques pour faire les investigations. Tout ça reposait sur les États et sur leur bonne volonté d'une
d'une certaine manière pour faire remonter l'information à l'échelle européenne. Souvent, ils avaient, vous le savez, le souci déjà de consommer les crédits plutôt que de lutter contre la fraude. Et là, effectivement, on risque de franchir une nouvelle étape très utile à la démocratie, parce qu'on a aussi besoin de savoir ce que l'on fait des crédits européens. Nos concitoyens sont parfois un peu dans le doute par rapport à ça. C'est une manière de travailler à la transparence. Est-ce que le gouvernement français est assez combatif pour lutter contre la fraude fiscale en France ? On sait que Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a communiqué sur des chiffres 9 milliards d'euros de recettes grâce à la lutte contre la fraude fiscale. Les choses avancent quand même. Visiblement, il y a une sensibilité plus forte. Donc, dès lors, il y a une démarche qui est renforcée. Néanmoins, redire les choses, 80 à 100 milliards de fraude fiscale uniquement en France, on est loin quand même de l'objectif qui doit être atteint. Donc les choses avancent, mais il faut être plus ferme. Bien sûr. Alors on va parler maintenant... Et donner les moyens humains pour pouvoir le faire. Et bien sûr, les ressources humaines. Alors maintenant, une question sur les frais bancaires, puisque vous avez co-signé avec vos collègues sénateurs socialistes une proposition de loi pour plafonner les frais bancaires des citoyens. Il faut faire une loi sur ce sujet ? C'est indispensable parce que les choses n'avançaient pas. Le président de la République avait annoncé effectivement qu'il y allait y avoir une démarche dans ce sens, parce qu'aujourd'hui on a des frais qui écrasent complètement les ménages les plus modestes qui parfois se trouvent en situation financière difficile, et donc on rajoute à des problèmes des nouveaux problèmes, sachant que parallèlement à ça, vous savez, quand on appartient des catégories plus favorisées, souvent le responsable bancaire a l'élégance de laisser les frais, etc., ou les commissions qui devraient normalement être payées. Mais en revanche, ceux qui ont des difficultés, on les loupe pas. Donc il fallait plafonner. On ne pouvait pas ajouter aux problèmes financiers de nouveaux problèmes financiers qui étaient liés à cette situation d'absence de plafonnement. Donc il fallait absolument agir. Mais effectivement, à la fin de l'année 2018, pendant la période des Gilets jaunes, le gouvernement avait demandé aux banques de plafonner les frais bancaires pour les clients les plus fragiles. Et Bruno Le Maire, qu'on reçoit dans quelques minutes sur ce plateau, a donné dernièrement des chiffres. La plupart des banques ont joué le jeu en plafonnant les frais bancaires. Oui, mais pas toutes, en définitive. Et c'est comme pour la loi Egalim, je crois qu'à un moment donné, il faut fixer des règles de manière à ce qu'elles puissent être respectées. Tous les acteurs n'ont pas des stratégies ou des relations vertueuses. Et la stratégie de Bruno Le Maire, c'est de faire du name and shame, de nommer les banques qui ne jouent pas le jeu. Ça peut être une solution aussi. Oui, bien sûr, mais moi je considère aussi que l'État a vocation à fixer des règles lorsque c'est nécessaire. L'État ne doit pas se désengager. On a tendance à considérer qu'il y a trop d'États, y compris sur le plan juridique. L'État doit être là, présent, et protéger les plus faibles. Le droit protège le faible. C'est pour ça qu'il a été créé. Voilà. Allez, comme chaque jour, on se rend dans une rédaction de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, direction Tours, dans la rédaction de la Nouvelle République, avec Mathieu Legall, journaliste à la Nouvelle République. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, vous souhaitez nous parler du coronavirus, puisque 2 personnes ont été suspectées d'avoir contracté le virus. Elles ont été hospitalisées dans le centre Val-de-Loire. C'est l'occasion pour la Nouvelle République d'aborder la manière dont les autorités communiquent sur cette épidémie, avec aussi des conséquences sur le tourisme. Oui, Alexandre, le premier cas suspect de coronavirus en centre Val-de-Loire est un sexagénaire qui est originaire de Mézières-en-Brenne, dans l'Indre, et il était de retour vendredi dernier du carnaval de Venise. Il a été hospitalisé à Tours et comme nous l'annoncions hier sur notre site, les tests se sont révélés négatifs. L'hypothèse du coronavirus Covid-19 a été écartée. Le deuxième cas, celui d'une habitante du Cher, elle aussi de retour d'Italie. Elle a été transférée au centre hospitalier d'Orléans lundi pour des tests dont les résultats n'ont pas encore été rendus publics. Ces 2 cas posent la question de la communication des autorités en pareilles circonstances. C'est une communication qui est rare, mesurée et contrôlée. Une communication contrôlée, mais qui montre aussi la sensibilité finalement des autorités sanitaires sur ce sujet. Prenons l'exemple de l'Indre-et-Loire. Ni la préfecture ni le CHU n'ont voulu communiquer sur le patient originaire de l'Indre. Et jointe par la Nouvelle République, l'Agence régionale de santé, l'ARS, a réaffirmé sa position en pareil cas. Elle ne communique pas sur les cas suspects et les seules annonces d'un cas confirmé sont faites au niveau national par le ministre de la Santé ou le directeur général de la Santé. L'ARS se justifie en citant un chiffre. Depuis l'apparition du coronavirus, il y a eu en France environ 600 cas suspects examinés, dont seulement 2% ont été confirmés. Inutile donc de créer la psychose. Alors, pas de psychose, mais quelles sont les conséquences de cette épidémie du coronavirus ? Quelles sont les conséquences sur le tourisme en centre Val-de-Loire ?
Alors pour l'instant, elles sont plutôt réduites. Vous le savez, le centre Val-de-Loire abrite des poids lourds de l'industrie touristique comme le château de Chambord ou le zooparc de Beauval. Nous avons donc interrogé des professionnels du secteur dans le département du Loir-et-Cher et ils relativisent les conséquences de l'épidémie sur le tourisme local. Les visiteurs locaux venant du centre Val-de-Loire, du bassin parisien ou de Bretagne ont toujours représenté l'essentiel de la clientèle. Et parmi les étrangers, les Allemands sont en tête, suivis des Hollandais, des Belges, des Britanniques et des Italiens. Sous la barre des moins de 10% de fréquentation globale, on retrouve les Américains, les Canadiens et les Espagnols. Enfin, encore moins nombreux, les visiteurs chinois. Alors, en revanche, les échanges scolaires entre l'Italie et la France sont au point mort. Le tourisme scolaire, lui, est frappé par cette épidémie ? Oui, 3 groupes scolaires italiens ont déjà annulé leur visite au Clos Lucé, la dernière demeure de Léonard de Vinci à Amboise, près de Tours. En France, le ministère de l'Éducation nationale a recommandé aux établissements scolaires de reporter leur voyage en Italie du Nord. Et selon les tours opérateurs que nous avons interrogés, le ministère de l'Éducation nationale italien aurait décidé de geler pour l'instant, par mesure de précaution, tous les voyages scolaires, tant sur le territoire italien qu'à l'étranger. Merci Mathieu. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler des élections municipales dans votre territoire. Patrice Joly, une réaction sur le coronavirus. Est-ce que par exemple dans votre territoire, dans la Nièvre, on se prépare à une éventuelle épidémie ? Il faut aborder ça de manière sérieuse, sans paniquer pour autant, être très attentif, écouter les conseils qui peuvent être donnés. Je sais que sur la consigne gouvernementale, les hôpitaux sont en train de se mettre en situation d'accueillir des malades. Je pense en particulier au centre hospitalier de Nevers. Je voudrais être sûr que l'on prenne la mesure, et je n'ai pas de procès d'intention à réaliser, mais du fait que selon les territoires, les moyens doivent être un peu différenciés. Je pense en particulier aux territoires vieillissants, comme les territoires ruraux. La part de la population, celle qui est la plus fragile, qui était le plus à risque, effectivement doit être prise en charge et doit être encadrée correctement. Donc il faut effectivement répartir les moyens de manière à tenir compte pas simplement de la population, mais de la population la plus fragile. Allez, on va parler des élections municipales à travers la revue de presse de votre département. C'est avec Fanny Conquis. Rebonjour Fanny. Rebonjour. Et on va commencer avec l'Est républicain. Oui, vous en parliez à l'instant, l'épidémie de coronavirus. On rappelle que 2 nouveaux cas ont été recensés en France. L'épidémie qui se répand en Italie et qui inquiète. Dans la région Bourgogne-Franche-Comté, on se prépare, les hôpitaux se mobilisent et se préparent à accueillir des patients. C'est le cas à Besançon, à Dijon ou encore à l'hôpital de Nevers. Le journal du centre. Oui, le journal du centre, et on parle des élections municipales dans la Nièvre. Plus de 60% des maires se représentent. Ça signifie qu'un tiers des maires ne se représentent pas. On rappelle que la date limite des dépôts, c'est demain. Patrice Joly, dans la ville dont vous avez été maire pendant 28 ans, la ville d'Ourou en Morvan, le maire sortant n'est pas tête de liste, mais il est candidat. Et toujours dans le journal du centre, on parle de l'élection municipale à Nevers. Oui, c'est ça, à Nevers. Et il est question du vélo, des nouvelles mobilités qui occupent beaucoup cette campagne pour les municipales. On rappelle qu'à Nevers, il pourrait y avoir 8 listes. Le maire sortant se représente. En 2014, il était sur la liste Union de la droite. Cette fois-ci, il est investi par LRM. Il a face à lui une gauche divisée. Et le Rassemblement national espère bien profiter de cette division pour s'implanter localement. Merci beaucoup Fanny. Patrice Joly, une réaction notamment sur la ville de Nevers. Est-ce que la gauche peut reprendre à la droite l'ancien fief de Pierre Bérégovoy, ancien Premier ministre de François Mitterrand ? Oui, parce que les choses sont plus claires d'une certaine manière sur à la fois qui soutient quoi à l'échelle gouvernementale, c'est-à-dire on a un maire qui est clairement identifié En Marche, et puis il y a à côté de ça une gauche qui paraît divisée bien évidemment, mais qui élargit en fait aux bonnes volontés. Je pense aux personnes de la société civile qui sont sur d'autres listes, doivent pouvoir se réunir au deuxième tour et éventuellement récupérer cette ville à la gauche, parce que culturellement et sociologiquement, c'est une ville de gauche. Je pense que les perspectives sont réelles. Et globalement, dans la Nièvre, LREM et le Rassemblement national ont du mal à s'implanter localement ? Ont du mal à s'implanter au niveau des individualités, autrement les votes sont ceux que l'on constate, mais effectivement au niveau des personnalités, de la constitution de réseau, voilà, il y a encore... on est loin du compte en quelque sorte, mais c'est très bien ainsi d'ailleurs.
Merci beaucoup Patrice Joly d'avoir été notre invité ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique et aujourd'hui c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances et nous évoquerons notamment la crise du coronavirus et les conséquences sur l'économie. Mais avant cela, on va parler d'agriculture car pour la première fois, un grand débat national va être organisé sur l'agriculture. Professionnels et consommateurs vont se mettre autour de la table pour débattre de plusieurs thèmes, notamment de l'alimentation, de la transition écologique de l'agriculture. Un reportage d'Audrey Vuettaz. Le débat s'invite dans les prés français. Pour la toute première fois, professionnels du secteur et consommateurs vont pouvoir se mettre autour de la table, se parler et débattre. Les thèmes sont vastes, alimentation, cohabitation dans les campagnes ou encore transition agroécologique, et ce n'est qu'un aperçu. Il y a plusieurs manières pour participer. Il y a tout d'abord une plateforme en ligne. Ensuite, nous avons un tour de France qu'on va faire à partir d'avril. Nous serons 2 fois dans chaque région de France. Ou même par simple message sur papier. Tout va être dans la transcription finale, que ce soit ces petits post-it, des phrases très courtes, mais aussi des arguments plus étayés, des interventions plus longues. C'est la Commission nationale du débat public qui organise la concertation, un organe neutre et indépendant saisi par le ministère de l'Agriculture. Car en ce moment, les États membres de l'Union européenne doivent présenter un plan d'action sur la manière dont ils utiliseront les fonds de la politique agricole commune, la PAC. En France, c'est la loi. Dès qu'une politique publique touche au quotidien des Français, ils ont le droit à la parole. Voici donc né un pacton. Pour Didier Guillaume, cette concertation a un autre avantage, lutter contre l'agribashing. C'est rapprocher les Français entre eux, entre ceux des villes et ceux des champs, entre ceux qui pensent que l'agriculture ne va pas, eh bien, il faut expliquer tout cela. Les agriculteurs sont plus réservés. C'est intéressant de renouer le dialogue, mais il faut savoir que les consommateurs, ils ont déjà le pouvoir de faire changer les choses, leurs achats, donc c'est ça qui fait bouger les filières. Un débat au niveau agricole servira autant qu'un grand débat national, donc pour moi, quasiment c'est inutile. Les agriculteurs notamment sont souvent à la tâche, ont très peu de temps pour aller dialoguer sur Internet et leur parole ne sera peut-être pas forcément mise en avant. La commission du débat public rendra son rapport en juillet. Le gouvernement devra obligatoirement y répondre dans le journal officiel. Notre invité politique ce matin, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Nous sommes ensemble pendant 25 minutes pour un entretien en partenariat avec la presse quotidienne régionale qui est représentée aujourd'hui par le journal Ouest France. Avec vous, Patrice Moyon. Bonjour Patrice. Alors on va commencer par l'actualité autour de la réforme des retraites, du débat qui s'enlise à l'Assemblée nationale et du Premier ministre Édouard Philippe qui a annoncé hier qu'il était possible qu'il utiliserait l'article 49.3 de la Constitution pour passer ce texte sans vote. On y va tout droit vers ce 49.3 ? Ça, c'est la prérogative du Premier ministre et du seul Premier ministre. Donc c'est à lui de juger en fonction de l'évolution des débats si et quand il doit mettre le 49.3. Ce que je vois simplement, c'est qu'au lieu d'avoir un débat de fond auquel les Français ont droit sur leur système de retraite, sur la retraite par répartition, sur la revalorisation des petites retraites, sur les moyens de financement, on a un combat politicien, un combat de tranchées à l'Assemblée nationale qui, je trouve, ne fait pas honneur à la démocratie française. Ce qui ferait honneur à la démocratie française, c'est qu'on puisse échanger argument contre argument. Qu'est-ce que propose la gauche ? Qu'est-ce que proposent les insoumis à la place de cette réforme du système de retraite par répartition que nous proposons ? Je ne vois aucune proposition, je ne vois une fois encore qu'un combat de tranchées qui ne sert pas notre démocratie. Tout de même, Bruno Le Maire, on a l'impression que cette réforme elle avait été mal préparée. Même le Conseil d'État le dit. Il parle de dispositions financières lacunaires. Pourquoi n'avoir pas cadré cette réforme dès le départ avec un cadrage budgétaire ? Je pense qu'elle a été cadrée. Enfin, les grands paramètres de la réforme, ils sont connus. Une réforme par points, une réforme qui maintient le système par répartition, qui fait disparaître les systèmes qui étaient des systèmes qui ne correspondaient plus à ce à quoi pouvaient s'attendre les Français au XXIe siècle, avec des régimes spécialisés qui n'avaient plus lieu d'être. Et tout ça devait être soumis au débat à l'Assemblée nationale pour justement qu'il y ait une amélioration
de ce projet. Et malheureusement, il ne peut pas y avoir d'amélioration parce qu'il y a blocage. Les députés LR et notamment également la droite du Sénat demandent un report du débat après les élections municipales, même parfois à la fin de la conférence de financement entre les partenaires sociaux. Pourquoi ne pas prendre le temps de débattre justement pour avoir un débat de fond? Et le débat, il devrait avoir lieu. C'est uniquement parce que nous sommes confrontés à une opposition systématique, à une guerre de tranchées, à un refus de débattre, parce qu'il n'y a pas de débat actuellement à l'Assemblée nationale. Il y a uniquement des positions de principe pour empêcher le débat d'avoir lieu. Et moi, je reproche à la France insoumise de tout faire pour que le débat n'ait pas lieu, en privant donc les Français du débat légitime qui doit avoir lieu à l'Assemblée nationale sur leur futur système de retraite. On peut très bien améliorer le texte que nous avons apporté à l'Assemblée nationale. Vous avez raison, un texte n'est jamais parfait quand il arrive en commission, quand il arrive sur les bancs de l'Assemblée nationale. Mais le rôle des parlementaires, ça n'est pas de bloquer un texte législatif, ça n'est pas de bloquer un projet du gouvernement, c'est de l'améliorer. Et malheureusement, ce débat n'a pas lieu et ce débat n'aura pas lieu. Allez, on va parler de l'épidémie de coronavirus, puisque lundi, les places financières mondiales ont chuté face à l'incertitude autour du coronavirus. Bruno Le Maire, est-ce qu'il y a un risque pour l'économie mondiale? Oui, il y a un risque pour l'économie mondiale. Et nous l'avons vu dans les débats que nous avons eus dans le cadre du G20 des ministres des Finances. Je rentre tout juste de Riyad où ce G20 a eu lieu. Il y a une vraie inquiétude des ministres des Finances des 20 États les plus riches économiquement de la planète sur les conséquences de l'épidémie de coronavirus sur la croissance mondiale. Il y a 2 canaux de transmission. Le premier, c'est le tourisme. Il y aura beaucoup moins de touristes chinois en France cette année. Ils sont environ 2,5 millions à venir chaque année. L'évaluation que j'ai donnée, c'est 30 à 40% de touristes chinois en moins dans les endroits de France où ils vont le plus souvent, c'est-à-dire la région parisienne, la Côte d'Azur et autour de la Bourgogne. 30 à 40% de touristes chinois en moins dans ces régions. Puis le deuxième canal de transmission, c'est le plus important, c'est les chaînes de valeur. Aujourd'hui, vous avez des chaînes d'approvisionnement qui sont tout simplement coupées. Lorsque l'industrie automobile a besoin de pièces pour ses freins, par exemple, elle ne va pas les trouver parce qu'une très grande partie est produite en Chine. Vous avez des problèmes également de logistique, parce que beaucoup de ports chinois tournent au ralenti ou ne tournent plus du tout. Donc les produits qui devraient partir des ports chinois pour aller jusqu'en Europe ou ailleurs ne peuvent plus partir. Et je pense qu'il faut tirer les conséquences de long terme de cette situation. Ça fait plusieurs mois que je dis qu'il faut que nous réfléchissions à renforcer la souveraineté économique, l'indépendance économique de notre pays, en ayant la capacité de produire un certain nombre de biens qui sont stratégiques pour notre industrie, en France ou en Europe, et pas uniquement en Chine. Un exemple, le médicament. 80 à 85% des processus actifs, des principes actifs, qui sont dans les médicaments, que vous consommez, que nous consommons, que tous les Français consomment, sont produits en Chine. Est-ce que vous pensez qu'on peut longtemps garder une dépendance vis-à-vis de principes actifs qui sont produits en Chine? Nous avons confié une mission à Jacques Biot sur ce sujet avec le ministre de la Santé. Nous aurons les résultats. Je suis très heureux de voir que Sanofi a décidé justement de rapatrier une partie de sa production de principes actifs en France et en Europe et de créer des unités de production parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. Garantir notre indépendance économique et tirer les conséquences de cette épidémie sur les chaînes de valeur pour avoir une organisation de l'économie mondiale qui soit plus proche des centres de consommation. Alors l'Italie, notre grand voisin, est à son tour touchée par le coronavirus. Quel impact économique possible pour la France? L'impact économique, je l'ai évalué à 0,1 point de croissance en moins pour la France en 2020. Je confirme ce chiffre ce matin, je n'ai pas de nouvelle évaluation, mais nous suivons au jour le jour la situation. J'ai eu hier soir au téléphone la directrice générale du Fonds monétaire international pour faire le point avec elle. Nous avons décidé au G20 de suivre au jour le jour la situation de l'épidémie et ses conséquences sur l'économie. Les conséquences de court terme, la croissance, les conséquences de long terme, la nécessité de relocaliser, ça prendra bien sûr du temps, mais de relocaliser un certain nombre d'activités industrielles pour être moins dépendants de fournisseurs qui se trouvent loin de l'Europe. Et puis la troisième conséquence, je ne voudrais pas qu'on oublie, c'est les pays en développement qui, s'ils devaient être frappés par l'épidémie, n'ont pas forcément les mêmes capacités de résistance que nous, d'organisation, de réponse sanitaire. C'est pour le FMI comme pour le G20 un vrai sujet de préoccupation que de voir ce que cela peut donner
pour les pays qui sont les plus fragiles, qui n'ont pas forcément les mêmes structures de santé. Si l'épidémie devait se développer dans ces pays-là, ça aurait évidemment des conséquences importantes. Vous parliez de relocaliser l'activité, notamment industrielle, en France. Ça veut dire que vous envisagez des mesures pour inciter à revenir en France ? C'est tout l'objet du pacte productif, sur lequel nous travaillons à la demande du président de la République et du Premier ministre. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une production décarbonée et relocaliser un certain nombre d'activités. Je vous donne un autre exemple pour être très concret. Les batteries électriques. On dit qu'il faut une industrie automobile avec des voitures électriques. Bien sûr, si on veut garantir cette transition énergétique, il faut aller dans cette direction-là. Mais aujourd'hui, l'approvisionnement en batteries électriques des voitures dans lesquelles vous roulez, c'est à 80 ou 85% des batteries asiatiques, Chine ou Corée du Sud. Mais c'est totalement déraisonnable. À quoi est-ce que cela sert de vouloir lutter contre les émissions de CO2 si c'est pour avoir des véhicules électriques dont 80 à 85% des batteries viennent de Chine ou de Corée du Sud. Donc nous avons décidé de relocaliser, de créer notre propre filière de batteries électriques en France. Le président de la République a inauguré l'usine pilote à Nersac en Nouvelle-Aquitaine il y a quelques semaines. Il y aura une première usine dans le nord de la France à Douvrin d'ici 2022, une deuxième en Allemagne en 2024. C'est exactement ce mouvement-là que nous souhaitons enclencher. C'est un mouvement de long terme qui prendra du temps, qui ne concernera pas toutes les industries, mais les industries qui sont les plus stratégiques, relocaliser la production pour à la fois être indépendant et en même temps plus vertueux du point de vue de l'environnement. Toujours sur le coronavirus, quelles mesures vous allez prendre pour soutenir les filières économiques qui sont touchées par cette crise ? C'est d'abord un problème d'approvisionnement. Je veux vous le dire avec beaucoup de simplicité, c'est un choc d'offres du point de vue économique, cette épidémie du coronavirus. C'est-à-dire que vous ne trouvez plus les pièces dont vous avez besoin pour construire vos avions, vos voitures, vos médicaments. Donc ce n'est pas de la relance budgétaire qui va permettre de répondre à ce choc d'offres. On peut toujours mettre de l'argent. Si la pièce n'est pas disponible, elle n'est pas disponible. Donc nous travaillons à une série de réponses possibles avec le Fonds monétaire international et dans le cadre du G20. Ça peut passer aussi par des mesures de soutien à des pays qui sont en grande difficulté. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de batterie de mesures définie. Autre sujet dans l'actualité, les finances publiques. La Cour des comptes a rendu public hier son rapport. Elle dit que le redressement des finances publiques est à l'arrêt. Votre réaction ? Nous avons écrit avec le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, au premier président de la Cour des comptes, que nous ne partageons pas évidemment cette évaluation. Nous avons engagé le rétablissement des finances publiques en 2017 avec le président de la République et le Premier ministre. Et nous tiendrons cette ligne du rétablissement des finances publiques, parce qu'elle est bonne pour la France. Regardez les chiffres, nous sommes sortis de la procédure pour déficit public excessif. Nous sommes sous les 3% de déficit. 3,1 en 2019 parce qu'il y avait la transformation du CICE en allègement de charges qui représentait 0,8 points de déficit public, 2,2% de déficit public prévu pour 2020. La dette qui est stabilisée alors qu'elle avait flambé au cours des dernières années. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 10 ans, la dette française, elle était à 64 ou 65% de notre richesse nationale. Aujourd'hui, elle avoisine les 100%, mais quand nous sommes arrivés au pouvoir et aux responsabilités avec le président de la République, elle était déjà à 97 ou 98%. Nous avons stabilisé cette situation. Nous avons pris des mesures qui sont difficiles, courageuses, pour réduire la dépense publique. Ce qui est fait sur l'assurance chômage, ce qui a été fait sur les contrats aidés, ce qui a été fait sur le logement, ce qui a été fait sur les chambres de commerce et d'industrie, on en a souvent parlé ici, c'est des réductions structurelles de long terme de la dépense publique. Donc nous tiendrons ce cap du rétablissement des finances publiques parce que c'est bon pour le pays, parce que c'est utile pour les Français. Et je reconnais bien volontiers qu'il y a un point noir qui demeure, c'est celui de la dette. C'est le point noir qui reste dans nos finances publiques. Sachant que les taux d'intérêt sont très bas et qu'ils pourraient remonter. C'est une espèce de morphine, les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont bas, donc on se dit c'est pas grave qu'il y ait de la dette parce que les taux d'intérêt sont bas. Moi, je ne partage pas cette évaluation parce que je pense qu'elle n'est pas responsable vis-à-vis des générations qui viennent. Bien entendu, au moment où je vous parle, les taux d'intérêt sont très bas, ils sont négatifs pour la Banque centrale européenne, donc on emprunte pour rien, pour faire simple. Mais sur le long terme, je pense qu'il serait déraisonnable de ne pas se battre pour stabiliser la dette publique française et engager sa baisse. En tout cas, ma détermination à stabiliser et à engager la baisse de cette dette publique, elle est totale parce que je pense que ce ne serait pas responsable sinon vis-à-vis des générations qui viennent. Et comment vous allez faire pour baisser cette dette pour les 2 prochaines années ? La première condition, c'est de poursuivre la réduction des dépenses publiques. Il ne s'agit pas de tailler au hasard comme cela. Il s'agit juste de prendre 1, 2, 3 éléments de politique publique
et puis engager sur le long terme, comme on l'a fait sur les contrats aidés, comme on l'a fait sur le logement, comme on l'a fait sur les chambres de commerce et d'industrie, une réduction progressive de la dépense, tout en préservant des secteurs qui sont vitaux. Je pense au secteur de l'hôpital, par exemple. Tous les Français qui vont à l'hôpital savent que l'hôpital est dans une situation très difficile et que c'est sans doute pas là qu'il faut aller chercher l'argent. Parce qu'on a besoin d'avoir un système de soins qui fonctionne bien. Mais on l'a fait, je le redis, sur les CCI, sur les contrats aidés, sur le logement. Nous réfléchissons avec Gérald Darmanin à un certain nombre de propositions sur 2-3 politiques publiques sur lesquelles on pourrait se dire, tiens, là-dessus on peut faire un effort et ça va permettre de réduire au bout du compte la dette publique française. Avec des suppressions également de postes dans la fonction publique ? Et l'objet n'est pas de supprimer les postes ici ou là, de tailler, c'est de prendre des politiques publiques, on se dit, là-dessus, avec la dématérialisation des activités, ou parce que c'est peut-être un peu moins stratégique que d'autres politiques publiques, on peut faire des économies. Quelles sont les politiques publiques sur lesquelles vous pourriez agir ? Je ne vais pas vous répondre ce matin, mais nous sommes en train de faire ce travail avec Gérald Darmanin pour présenter au Premier ministre et au Président de la République des propositions. Et il ne s'agit pas, une fois encore, de faire des économies absolument partout, sans aucune distinction. Je le redis, il y a des secteurs qui sont stratégiques, il y a des secteurs qui souffrent. Le monde hospitalier en fait partie. Il y en a d'autres sur lesquels on se dit c'est moins stratégique pour la France. Il y a des économies qui sont possibles. Eh bien, c'est là que nous les ferons. Allez, on va parler maintenant d'agriculture, puisque le salon de l'agriculture se poursuit à la porte de Versailles à Paris. On va parler notamment de la loi agriculture et alimentation. Elle était censée améliorer le revenu des agriculteurs. Dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. C'est un échec ? Non, je pense qu'il y a eu de belles réussites avec la loi Egalim. Sur un certain nombre de secteurs où on a pu redistribuer de la valeur. Je pense par exemple au secteur laitier. Je trouve que ça a plutôt bien fonctionné. C'est jamais parfait, mais ça a permis de redonner de la valeur aux producteurs laitiers. Et vous savez, je n'ai jamais manqué un salon de l'agriculture depuis 2009, depuis que j'ai été nommé ministre de l'Agriculture par Nicolas Sarkozy. Jamais. J'ai un attachement viscéral aux paysans français, à l'agriculture française. Et cet attachement, il passe par une chose très simple. Les paysans doivent avoir un revenu digne. Ils travaillent dur. Pour certains, la vie est parfois totalement impossible. Donc notre responsabilité, c'est de leur donner du revenu, un revenu digne pour leur travail. Et je reconnais bien volontiers qu'il y a d'autres secteurs sur lesquels nous n'y sommes pas. Je vous en donne un, c'est l'élevage, les bovins allaitants. Honnêtement, on n'y est pas. Et c'est un sujet depuis plus de 10 ans que je travaille sur ce sujet-là. On essaye désespérément de redonner de la valeur aux éleveurs. On n'y est pas encore. Et du coup, soyons très lucides, il y a un certain nombre de filières qui sont des filières prestigieuses, qui participent à l'identité de notre pays, à la culture de notre pays. Je pense à la charolaise, je pense à l'aubrac, je pense à la blonde d'Aquitaine, enfin toutes ces races-là font partie de notre culture, de notre patrimoine agricole. Bien, si on n'arrive pas à trouver des solutions, la vie va devenir trop dure pour les éleveurs. Et vous ne trouverez pas de jeunes éleveurs qui voudront s'engager dans cette profession-là. Donc sur l'élevage, je le reconnais très volontiers, sur les races à viande, il reste beaucoup de travail à faire pour redonner à nos agriculteurs, à nos éleveurs, de quoi vivre dignement de leur travail. Comment aller plus loin, sachant que on le voit bien avec des négociations qui sont extrêmement difficiles en Europe aujourd'hui autour de la politique agricole commune, les subventions, le soutien versé aux agriculteurs devrait baisser. Moi, je vois 3, au moins pour l'élevage, je vois 3 orientations possibles. La première, c'est de regarder ce qui n'a pas fonctionné dans Egalim et l'améliorer. Nous sommes prêts à le faire avec Didier Guillaume. La deuxième chose, c'est l'organisation de la filière. On sait bien, j'ai essayé de l'organiser, nous avons fait des petits progrès, mais ça n'a pas été suffisant lorsque j'étais ministre de l'Agriculture. Il y a un défaut d'organisation de la filière sur lequel on peut encore travailler. Il y a un acteur industriel qui pèse pour 75% de l'ensemble de la filière. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit une situation idéale dans une économie d'avoir un acteur qui pèse pour 75%, je ne donnerai pas son nom, pour 75% de l'organisation de la filière. Donc il faut mieux l'organiser, lui permettre de mieux se structurer et d'aller chercher de la valeur à l'étranger en exportant des bêtes qui sont les meilleures au monde, mais qui doivent s'exporter plus facilement, mieux et en nombre plus important. Et puis la troisième solution, c'est effectivement ce que vous dites sur la PAC. Et moi, je veux rendre hommage au combat qu'a livré le président de la République pour dire non à un budget qui se serait conclu sur le dos des paysans français. Parce que ce que nous proposaient un certain nombre de partenaires européens qui était absolument inacceptable, c'était de dire, voilà, on perd de l'argent qui est la cotisation britannique à l'Union européenne, et ben on n'a qu'à retirer cet argent-là de la politique agricole commune. Le président de la République a refusé avec beaucoup de détermination cette proposition inacceptable de nos partenaires européens. Il a raison.
Il y a un combat qui est engagé en Europe, il faut être lucide. Un combat pour la préservation d'une agriculture de qualité, avec des produits sains, avec des produits qui respectent l'environnement et qui sont forcément un peu plus coûteux. Eh bien, ce combat pour la qualité de l'agriculture européenne, il doit être livré. Il est livré avec beaucoup de force par le président de la République. Et je peux vous garantir qu'il a le soutien total de son ministre de l'économie et des finances, ancien ministre de l'Agriculture. Vous parliez du secteur agroalimentaire de la viande. Ça veut dire que dans ce secteur, on est en situation de quasi-monopole ? On est dans une situation, je ne vais pas employer le terme de monopole, qui est très agressif. Mais si vous voulez rendre de la valeur aux éleveurs, il faut aussi que le rapport de force soit un tout petit peu plus équilibré. Quand vous avez un acteur qui pèse pour 75% dans la filière et que vous avez en face des éleveurs qui sont en ordre trop dispersés encore, le rapport de force, il n'est pas favorable. J'ai toujours plaidé depuis près de 10 ans pour que les producteurs s'organisent en organisation de producteurs. Ils ont commencé à le faire, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et puis, il faut pouvoir exporter. Prenez l'exemple de la filière porcine. Qu'est-ce qui fait que le kilo de porc est passé de 1,10 € à 1,49 € en moyenne en 2019, avec parfois des pics à 1,70 €? Il y a une seule explication, et chacun doit le comprendre, notamment tous ceux qui critiquent les traités commerciaux. C'est parce que nous avons exporté massivement du porc vers la Chine. Et que cette exportation massive de porc vers la Chine a donné du revenu à nos agriculteurs. Il faut que dans le domaine de l'élevage bovin, ce soit la même chose, qu'on puisse exporter davantage des produits qui sont, je le redis, les produits les meilleurs au monde, parce que la viande française est la meilleure au monde, au moins à mes yeux, qu'on en tire un meilleur prix, et que du coup nos éleveurs soient mieux rémunérés. Un mot sur le CETA, l'accord de libre-échange avec le Canada. Est-ce que cet accord est un bon accord pour notamment les éleveurs bovins français ? Oui, moi je pense que c'est un bon accord. Parce que quand vous regardez les chiffres, il y a environ 500 tonnes de viande bovine qui vont venir du Canada vers la France, là où nous on va en exporter 20 000 tonnes. Donc les chiffres ne sont pas comparables. Je crois qu'il faut faire très attention à ne pas céder aux fantasmes sur ces traités commerciaux, regarder effectivement ce qu'ils nous apportent, s'assurer, comme le fait le président de la République, que ça s'inscrit dans le cadre des accords de Paris, c'est-à-dire avec une règle environnementale qui soit stricte. Mais je vous redonne cet exemple des produits porcins. Quand vous exportez, le prix monte et les éleveurs vivent mieux. Donc c'est un bon accord, y compris pour les éleveurs français ? Je pense que ce sera un bon accord, y compris pour les éleveurs français. Parlons maintenant de la viticulture. Les viticulteurs français sont victimes des taxes américaines décidées par Donald Trump en représailles à un conflit commercial au niveau européen, notamment qui concerne Airbus. Ils demandent un fonds de compensation d'urgence à l'État pour aider à la viticulture. Vous y êtes prêts ? Oui, ils ont raison. Et moi, je comprends la colère des viticulteurs français. Je vais aller les voir tout à l'heure. Je suis un soutien fort de la viticulture française, qui est une viticulture exceptionnelle et qui là aussi fait partie de notre culture, de ce que nous sommes, de notre patrimoine. Je comprends leur colère, leur sentiment d'injustice. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec l'affaire Boeing-Airbus ? Il y a un conflit commercial sur Boeing-Airbus que nous essayons de régler avec le commissaire européen au commerce Phil Hogan, que j'ai eu longuement hier au téléphone. Et puis, c'est les viticulteurs, qui n'ont pas grand-chose à voir, une fois encore, avec l'aéronautique, qui se prennent 25% de taxes sur leurs produits. Et en plus, souvent les produits de moyenne gamme, entre 15 $ et 25 $ la bouteille, qui sont les plus sensibles à l'augmentation des tarifs. C'est quoi les réponses possibles ? Un fonds de compensation. Je vais redemander à nos partenaires européens qu'un fonds de compensation soit mis en place pour les viticulteurs français. De combien ? Mais c'est une solution, c'est un fonds qui peut être de l'ordre de 300 millions d'euros et qui permettrait de soutenir les viticulteurs. Après, il y a une deuxième réponse qui est la vraie réponse, celle pour laquelle je me bats au quotidien. Et je veux le dire à mes amis viticulteurs, c'est au quotidien que je me bats pour cette deuxième réponse. C'est qu'il y a un accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur le conflit Boeing-Airbus. J'ai vu récemment le responsable américain sur ce sujet-là, Bob Lighthizer. Je lui ai redit, c'est votre intérêt, c'est notre intérêt, on doit trouver un accord le plus vite possible. Je l'ai redit à Phil Hogan hier, le commissaire européen au commerce, nous devons trouver un accord dans les semaines qui viennent. Et cet accord, il doit prévoir le règlement du différend entre Boeing et Airbus et la fin des sanctions contre la viticulture française. La bonne solution, elle est là, c'est qu'il n'y ait plus de sanctions. Autre sujet sensible, celui des pesticides. Les agriculteurs français et les viticulteurs demandent un moratoire sur la question des zones de non-traitement. Quel est votre avis sur la question ? Le président de la République a répondu très clairement pendant le salon de l'agriculture, avec la possibilité d'avoir des aménagements au cas par cas. Je pense qu'il faut savoir écouter les difficultés des agriculteurs, mais sur le long terme, l'intérêt de tous, c'est évidemment l'utilisation beaucoup plus faible des phytosanitaires,
la possibilité d'avoir un respect de l'environnement qui soit toujours plus fort, et donc une agriculture qui apparaîtra comme l'agriculture la plus environnementale en Europe. Ça redonnera de la valeur à nos produits et donc du revenu aux agriculteurs. Après, cette évolution de long terme, elle est très difficile. Elle doit s'accompagner de mesures de soutien pour les agriculteurs, de compréhension. Il ne faut pas être trop lapidaire sur ces sujets-là. Il faut faire preuve de beaucoup de pragmatisme. Mais la direction de long terme, la seule qui est bonne pour l'agriculture française, c'est la qualité et le respect de l'environnement. C'est ça qui redonnera du revenu à nos agriculteurs. Allez, on va parler politique, et notamment de la campagne des élections municipales. Une question sur la campagne à Paris. Est-ce qu'une alliance, notamment au second tour, entre Agnès Buzyn et Rachida Dati pourrait permettre de battre Anne Hidalgo? Écoutez, pour l'instant, on est au premier tour. Donc, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Mais ce que je constate, c'est qu'Agnès Buzyn fait une remarquable campagne, très dynamique, qu'elle a su comprendre un certain nombre de préoccupations des Parisiens. Elle a su renoncer aussi à certains projets qui ne correspondaient pas nécessairement à l'envie et à la nécessité des Parisiens. Et je pense qu'elle peut créer la surprise au premier tour des élections municipales. Moi, je soutiens totalement Agnès Buzyn, je soutiens totalement les têtes de liste qui sont derrière elle, qui sont souvent des amis proches. Je pense à Florence Berthoud dans le 5e, à Delphine Burkly dans le 9e arrondissement de Paris. Je suis totalement derrière Agnès Buzyn pour la soutenir dans sa campagne, et je pense qu'elle peut créer la surprise au premier tour. Et une alliance avec votre ancien camp, les Républicains, une alliance avec les LR, c'est impossible? Et pour faire une bonne alliance, il faut le faire en position de force. Donc pour être en position de force, il faut faire le meilleur score possible au premier tour. Moi, je souhaite qu'Agnès Buzyn fasse le meilleur score possible au premier tour des élections municipales à Paris. Allez, durant cette interview, nous donnons la parole à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, avec une question qu'ils vont vous poser. Une question Twitter, est-ce que la crise du coronavirus pourrait faire augmenter les prix de l'essence? Alors, ce n'est pas ce qu'on constate pour le moment sur les marchés, mais bon, on va suivre ça évidemment de très près. Ça va dépendre de façon très concrète. Est-ce que le coronavirus va toucher les pays du Golfe? Est-ce qu'il va toucher l'Arabie Saoudite? Est-ce qu'il va toucher les grands pays producteurs ou non? Aujourd'hui, il touche par exemple l'Iran. Donc si effectivement il devait y avoir une extension de l'épidémie dans les pays producteurs et des problèmes d'approvisionnement, choc d'offres, augmentation des prix. Nous n'en sommes pas encore là pour l'instant. Merci Bruno Le Maire d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup Patrice. Demain à votre place, Jacqueline Gourault sera là à votre place, la ministre de la Cohésion et des Territoires. N'hésitez pas à lui poser vos questions en vidéo ou par écrit à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, bonjourchez-vous@publicsénat.fr. Tout de suite, le club des municipales. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des municipales en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, on va parler de la campagne municipale à Lille, car il y avait un débat hier soir entre les candidats à la mairie de Lille et il a notamment été question de sécurité. Nous irons faire un tour à Marseille dans notre journal de campagne, avec une campagne qui est de plus en plus dure entre notamment les deux candidats de la droite, Martine Vassal et Bruno Gilles. Mais avant cela, direction Rouen, cela fait 5 mois qu'a eu lieu l'incendie de l'usine Lubrizol. Cet accident a-t-il eu un impact sur la campagne municipale dans une ville où le maire sortant ne se représente pas, avec 3 candidats au coude à coude? On va voir l'impact de Lubrizol sur la campagne, un sujet de Samia Déchir et Flora Sauvage. Cinq mois après l'incendie de l'usine Lubrizol, l'écologie est désormais au cœur des élections municipales à Rouen. Et sur ce thème, il y a un projet qui fait particulièrement débat. C'est celui du contournement est de la ville. Il s'agit d'une nouvelle route qui serait construite pour dévier une partie du trafic automobile et soulager Rouen de ses nombreux embouteillages. Mais pour ça, il faut bétonner des terres agricoles. Jean-Michel Bérégovoy, vous êtes le candidat écologiste ici à Rouen.
Dans ces conditions post-Lubrizol, tous les programmes se verdissent un petit peu, mais il y a quand même des sujets clivants sur l'écologie, notamment le contournement est de la ville de Rouen. Bah oui, on s'est toujours opposé sur ce projet qui est à la fois écocide, c'est 500 hectares de terres naturelles que nous allons détruire. C'est un projet polluant. Une étude l'a démontré. Quand on fait des routes, c'est 50 000 tonnes de CO2 supplémentaires par an. Est-ce que vous avez le sentiment que l'incendie de Lubrizol a pu provoquer une prise de conscience écologique qui pourrait un peu pousser votre victoire dans cette ville? La prise de conscience existait déjà avant. D'abord, le score avait été très bon aux européennes. Ensuite, un premier sondage avant Lubrizol nous mettait en tête du premier tour. Certes, c'était qu'un sondage. Aujourd'hui, je ne dis pas que ça a boosté, mais ça a renforcé cette idée que les écologistes sont certainement celles et ceux qui peuvent le mieux protéger les populations. Au niveau de la visibilité sur les réseaux sociaux, on reste largement devant et même on accroît plutôt notre avance. Nicolas Meyer-Rossignol, vous êtes socialiste, candidat à la mairie de Rouen. Quel impact a eu Lubrizol sur la campagne et sur votre programme ? Bon, personne n'a attendu Lubrizol pour se préoccuper d'environnement à Rouen, parce qu'on est dans une vallée industrielle. Maintenant, il est certain que l'accident, parce que c'est un vrai grave accident, il a évidemment un impact sur la campagne important et nous oblige, et c'est normal, à montrer un nouveau chemin pour le territoire. Il y a un projet qui fait plus débat que les autres sur ce thème de l'écologie, et c'est celui du contournement est de la ville. À la base, vous étiez pour, aujourd'hui vous êtes contre. Pourquoi ce retournement ? Mais le contournement est, il y a des données qui sont aujourd'hui publiques, mais depuis très récemment, qui montrent qu'avec le projet de ce gouvernement, c'est-à-dire avec un péage et un partenariat public-privé, ce serait extrêmement cher, 12 € pour 40 km. Vous connaissez, vous, des périphériques avec des péages aussi chers? Faut arrêter de stresser, à 13h, c'est bon. 13h, c'est déposé à la préfecture. Donc ça, c'est bien. Jean-Louis Louvel, vous êtes candidat à Rouen, soutenu par un large rassemblement qui va de La République En Marche aux Républicains. Vous, contrairement à vos adversaires, vous êtes favorable au projet du contournement est de Rouen. Pourquoi? Moi, je veux plus de camions. En centre-ville, on a connu l'incendie du pont Maltide avec le transport de produits dangereux, c'était des hydrocarbures. Après Lubrizol, d'ailleurs, je me pose la question, sans contournement est, on ne peut pas être la seule métropole sans périphérique. Comment on pourrait envisager un jour un plan d'évacuation si ça nous arrivait ? À la base, vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas du tout issu du monde politique. D'ailleurs, vous n'avez aucune expérience en politique. Est-ce que le fait d'être un industriel explique que vous ayez une certaine conception de l'écologie qui est un peu différente de celle de vos adversaires ? En tant qu'industriel, moi j'ai toujours dit, si on veut non pas sauver la planète, parce que la vraie question c'est de sauver l'humanité. La planète reprendra ses droits. Et si on veut sauver l'humanité, il faut arrêter de s'opposer systématiquement. Moi je propose une nouvelle alliance entre l'écologie et l'économie. Si tous les programmes sont verts, les candidats ne défendent pas tous pour autant le même modèle écologique. Rouen est une ville industrielle, ça représente ici des milliers d'emplois et c'est surtout sur l'équilibre entre ces deux enjeux, environnemental et industriel, que se joue vraiment la bataille écologique des municipales ici à Rouen. Et voilà pour ce reportage sur la campagne municipale à Rouen. Et vous voyez la liste de tous les candidats à cette élection qui s'affiche sur votre écran. C'est parti pour le club des municipales. On est ensemble pendant une grosse vingtaine de minutes pour parler de la campagne. J'accueille sur ce plateau Thierry Dupont, journaliste au service politique de l'Express. Bonjour Thierry. J'accueille également Stéphane Robert, responsable du service politique de France Culture. Bonjour Stéphane. Sébastien Fournier, directeur de la rédaction d'Objectif Métropole. Et puis rebonjour Fanny, notre journaliste parlementaire. Alors on l'a vu lors de ce reportage sur Rouen, il y a une alliance impossible entre les écologistes et les socialistes, alors que pourtant ils ont gouverné dans la majorité municipale précédente. Thierry. Oui, alors c'est le cas de figure qu'on voit un peu partout en France. Les écologistes ne veulent plus être les supplétifs du Parti socialiste, donc ils ont décidé de passer d'être finalement le pôle autour duquel va s'arrimer toute je dirais, l'opposition nationale. À Rouen, c'est particulier parce qu'on a vraiment dit que les écologistes étaient vraiment en force pour l'emporter. Ça reste à démontrer encore. C'est pas encore tout à fait réalisé. D'abord, il y a le vote qui aura lieu le 15 mars. Mais même, on sent qu'il y a encore une grande compétition entre savoir qui des socialistes ou des écologistes vont arriver en tête. Parce que normalement, ils ont intérêt à s'allier pour le deuxième tour. Et oui, justement, ces écologistes qui font cavalier seul, est-ce que, en fait, c'est une tactique de premier tour ?
Ils tentent leur chance. Ils ont vu que le vent les portait aux européennes. Ça se confirme avec toutes les enquêtes d'opinion qui ont eu lieu à l'automne et jusqu'ici dans toutes les villes et à Rouen comme ailleurs. Enfin, il n'y a pas d'enquête. Je crois que la dernière, c'est en septembre pour Rouen. C'était avant Lubrizol. Mais qui montrait que Bérégovoy, le candidat écolo, était bien placé. Il y a des enquêtes, dit-on, qui ont été faites en sous-main, mais elles n'ont pas été publiées. C'est le grand fantasme. Oui, c'est le grand fantasme, ouais. Après, il y a des situations très différentes en fonction des villes. Là, le Bérégovoy, le candidat, c'est pas un verre pur sucre, entre guillemets. C'est quelqu'un qui était syndicaliste, qui a une étiquette aussi. C'est un verre étiqueté à gauche. De gauche, oui. Voilà. Et puis tout le monde a un programme écologiste. Donc il y a une situation particulière qui fait que la dynamique verte va nécessairement s'exprimer, comme dans un grand nombre de villes ailleurs. Maintenant, il faut voir les particularités locales et pas sûr que ce soit un triomphe pour les... Ça dépendra de comment les Rouennais se saisissent de ce que propose chacun de leurs candidats. Et la particularité locale à Rouen, c'est notamment un débat important sur la question des transports avec ce dossier du contournement est de Rouen qui crée le débat entre tous les candidats. Sébastien Fournier, les transports, c'est un enjeu important, notamment en termes d'écologie? Ah oui, bien sûr. Quand vous interrogez les Rouennais, ils vous le disent, la mobilité fait partie des inquiétudes, des sujets qui sont pointés par eux. Un sujet d'ailleurs qui est porté par la métropole, puisque aujourd'hui ces politiques concernant la mobilité, c'est la métropole qui les met en œuvre. Mais je voulais revenir sur la question des Verts au sein de la majorité. Là, on voit à quel point au sein de la métropole, ils prennent leur distance. On le voit à travers notamment tout récemment l'adoption du plan local d'urbanisme, où là ils se sont totalement opposés à toute forme de bétonisation, c'est-à-dire à zéro artificialisation, c'est ce qu'ils disent. Alors c'est vrai que dans le plan local d'urbanisme actuel, il y a quand même un petit peu d'urbanisation parce qu'évidemment, il y a des gens qui arrivent dans la ville, il faut les loger, donc il faut construire. Donc ils s'opposent totalement. Le plan local d'urbanisme a été adopté, mais de très peu. Mais cette opposition à la bétonisation, ça peut aussi être contradictoire en termes d'écologie, car s'opposer par exemple au contournement de Rouen, c'est ne pas permettre le désenclavement du centre-ville. Et absolument. C'est bien le problème, c'est un peu schizophrène comme sujet, parce qu'il faut à la fois en effet veiller à préserver des terres agricoles, et puis à la fois faire vivre la population qui habite dans ces villes. C'est très compliqué. C'est une des contradictions que pointent notamment les socialistes, c'est de dire oui mais attention parce que vous êtes contre la densification. C'est-à-dire on ne veut pas rajouter, on ne veut pas construire à l'intérieur de la ville. Mais alors du coup vous êtes pour l'étalement urbain parce que les gens, notamment dans les métropoles qui attirent beaucoup de monde, qui ont un dynamisme économique et donc démographique, il faut bien les loger les gens. Ah oui. Donc si vous ne les logez pas en centre-ville, si vous ne construisez pas, si vous ne densifiez pas, vous allez favoriser l'étalement urbain. Absolument. Donc on voit que le débat à gauche, il n'est pas totalement réglé. Et puis à Rouen, forcément dans le débat, il y a un effet de l'incendie de l'usine Lubrizol il y a 5 mois pour porter ce thème écologique. Oui, ça, nécessairement, il y aura un effet. Maintenant, lequel, c'est toute la question. On ne sait pas, puisqu'il n'y a pas... C'est difficile de mesurer comment les citoyens qui vont aller voter s'emparent de la chose. Il y a une spécificité du vote en faveur des écologistes qu'il faut bien noter, c'est que c'est beaucoup les jeunes. Il y a une enquête qui va sortir la semaine prochaine qui montre ça, que le vote écolo est surtout porté par la jeunesse. Or, on sait que la jeunesse vote assez peu, moins en tout cas que leurs aînés. Et en plus, leur vote, c'est un vote très volatile. Donc, c'est très difficile de prévoir ce que ça va donner au moment des municipales. Sébastien, sur l'effet Lubrizol dans cette campagne, il va être réel, cette campagne à Rouen? Oui, il faudra voir effectivement ce qui va se passer dans les urnes. Mais en effet, il y a un effet Lubrizol. Je suis allé à Rouen, j'ai sondé la population. Alors, c'est pas évidemment très scientifique comme méthode, mais vous sentez l'inquiétude, vous sentez le besoin, l'intérêt qu'ont les Rouennais pour l'écologie. Tous nous ont dit sur le terrain, on souhaite préserver les terres agricoles, on souhaite qu'il y ait des arbres dans la ville, on souhaite pouvoir respirer. C'est ce qu'ils nous disent. Alors, l'incendie, oui. La grande question, pour les Verts, c'est est-ce qu'ils peuvent gérer une ville? Il y a un exemple jusqu'ici, mais c'est ça, c'est Grenoble. Piolle a montré que les Verts savaient gérer une ville, mais c'est Piolle. Est-ce que c'est les Verts globalement? On ne sait pas. Et ça, c'est un vrai doute sur la gestion des Verts dans des grandes villes comme ça, où c'est évidemment très important. On va continuer, du coup, on parlait de l'incendie de l'usine Lubrizol. C'est un sujet qui préoccupe également les sénateurs qui poursuivent leur commission d'enquête. Et d'ailleurs, la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, est auditionnée cet après-midi au Sénat. On fait le point avec Sandra Cerquera. C'était le 8 octobre dernier.
Elisabeth Borne est auditionnée au Sénat, 1 mois après l'incendie de Lubrizol. La ministre ne cache pas son agacement face à l'attitude de l'entreprise qui a tardé à fournir la liste des produits stockés sur son site. L'entreprise n'a pas été à la hauteur dans la gestion de cette catastrophe. Ce jour-là, le Sénat décide de créer une commission d'enquête. Suivront de nombreuses auditions et des déplacements, notamment sur le site à Rouen. Son objectif, voir si les services de l'État ont pleinement joué leur rôle. Je crois qu'il faut que l'on agisse à 2 niveaux. Au niveau de ce qui s'est passé à Rouen pour comprendre ce qui s'est passé et voir les conséquences qu'il convient de donner. Et puis au-delà, avoir une réflexion sur les 1300 sites Seveso qui en France inquiètent de plus en plus les élus locaux des communes dans lesquelles ils se situent et les populations concernées. La ministre de l'écologie sera de nouveau auditionnée cet après-midi au Sénat, ainsi que l'assureur de Lubrizol qui signalait des défaillances incendies depuis des années. Après 6 mois d'enquête, la commission rendra ses conclusions début avril. Comme tous les jours, on se rend dans une rédaction de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, direction Toulouse, dans la rédaction de la Dépêche du Midi, avec Éric Berger, rédacteur en chef adjoint de la Dépêche. Bonjour Éric. Bonjour. Alors aujourd'hui, à la une de la Dépêche du Midi, eh bien, le coronavirus. C'est exact, nous consacrons notre dossier événement du jour sur le coronavirus avec les dernières informations sur l'épidémie, notamment les 2 nouveaux cas en France qui ont été annoncés par le ministère de la Santé. Donc on fait le point sur l'avancée de cette épidémie qui est aux portes de la France et nous avons recueilli également des témoignages d'habitants de la région Occitanie qui ont passé leurs vacances dans la région de Venise et notamment une famille de Toulouse qui se retrouve en quarantaine à son domicile pendant près de 14 jours. On a plusieurs témoignages de gens de la région qui reviennent d'Italie et qui sont donc confinés à leur domicile suivant les recommandations de l'Agence régionale de santé. Et à lire également dans la Dépêche du Midi, un reportage sur l'hôpital de Cahors qui se prépare à une éventuelle épidémie. C'est ça, il y a 10 hôpitaux dans la région qui sont des hôpitaux référents choisis par le ministère de la Santé. L'hôpital de Cahors nous a ouvert ses portes hier, il en fait partie. Les personnels que nous avons rencontrés, la direction se montre assez rassurante. Elle nous explique le dispositif qui a été mis en place dans cet établissement de 360 lits, qui à ce jour est en capacité d'accueillir dans un premier temps 10 éventuels malades du coronavirus et en cas d'épidémie très importante peut porter cette capacité à 20 voire 30 patients pris en charge, mais globalement l'établissement nous explique être prêt. Il y a des réunions multiples qui se tiennent et il fait partie donc de ces 10 hôpitaux prêts à accueillir d'éventuels patients. Allez, on va maintenant parler de la campagne municipale dans votre territoire, puisqu'hier, vous avez publié un sondage sur les candidats à la mairie de Toulouse. C'est ça, hier, nous avons publié ce sondage commandé par la Dépêche du Midi à l'IFOP et qui est assez intéressant. On a fait aujourd'hui réagir les états-majors, les candidats, ainsi que Jérôme Fourquet, le responsable de l'IFOP, qui a donc réalisé cette enquête qui arrive dans la toute dernière ligne droite sur Toulouse. Alors, parmi les principaux enseignements, il y a le fait que Jean-Luc Moudin, que le maire sortant LR, soutenu par LREM et l'UDI, fait la course en tête assez nettement avec près de 41% au premier tour des intentions de vote. Et puis les autres enseignements, on était assez curieux de savoir à gauche qui serait en tête entre les 3 principales listes. Et selon cette enquête, eh bien, c'est le candidat écologiste Antoine Maurice qui est à la tête d'une liste citoyenne dite liste de l'archipel, soutenue par Europe Écologie, mais aussi la France Insoumise, qui est devant ses concurrents avec près de 25% des intentions de vote. Toujours est-il qu'au second tour, quels que soient les cas de figure, triangulaire avec le Rassemblement national ou face à la gauche, eh bien Jean-Luc Moudin est donné assez nettement gagnant. Toutefois, comme nous l'indique Jérôme Fourquet, dans une interview que nous publions donc dans ce dossier, les jeux ne sont pas faits, nous dit-il, et nous explique pourquoi aujourd'hui.
Merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous en duplex de Toulouse, en direct de la rédaction de la Dépêche du Midi. Une réaction sur cette campagne municipale à Toulouse. La campagne est bien partie pour Jean-Luc Moudenc, le maire sortant. C'est dû à son bilan, Thierry ? C'est dû à son bilan, c'est dû à son positionnement politique. Et au fait qu'il a quand même le soutien de sa famille politique, les Républicains, et également de La République En Marche. C'est le résultat de, je dirais, deux années de bonnes relations avec le pouvoir en place. Il a laissé longtemps planer le doute, quelqu'un qui s'est admirablement manœuvré. C'est quelqu'un qui fait aussi visiblement un bon travail sur Toulouse, donc en tout cas aux yeux de ses concitoyens. Donc ça devrait être relativement facile pour lui. C'est le bon exemple d'un maire dit constructif qui arrive à rassembler La République En Marche et les Républicains. Au-delà de son positionnement politique, il faut voir quand même qu'il va y avoir au conseil municipal une forte prime aux maires sortants qui n'ont pas fait de bêtises ou qui ont géré à peu près correctement leur ville. C'est le témoin. Ce qui se passe à Toulouse, c'est ce qui va se passer dans un grand nombre d'autres villes. Vous voyez, Estrosi est largement favori à Nice. Il y a un grand nombre d'exemples comme ça. C'est assez rare les villes où le maire sortant est menacé ou est en danger. Toulouse, bon voilà, il n'a pas fait de bêtises, tout va bien, il est en tête. Et partout, vous regardez partout ailleurs dans les grandes villes, c'est pareil. Alors, oui, Thierry ? Sauf Paris. Sauf Paris. Oui, alors Paris, mais c'est autre chose, Paris. Et puis Lyon, peut-être. Alors, une question sur Jean-Luc Moudenc. Si jamais il gagne la mairie de Toulouse, quelle étiquette on va lui mettre ? LR ou LREM ? Il n'a pas d'étiquette. Hein. Sa liste n'a pas d'étiquette. Il est effectivement au niveau de la préfecture. Ah bah oui, bien sûr. Ça, je pense qu'il restera dans sa famille politique, il me semble. Il n'avait pas l'intention de la quitter. Si j'ai bien compris la nouvelle circulaire Castaner, normalement, il devrait être... Voilà. Rappelez-vous qu'aux européennes, il avait soutenu, alors du bout des lèvres, il avait soutenu LR, ce qui avait un petit peu crispé la Macronie. Allez, on va mais en bon démocrate chrétien, je pense qu'il fait effectivement une campagne méthodique, efficace, bienveillant à l'endroit du pouvoir, des pouvoirs publics. Il est président de France Urbaine, ne l'oublions pas. Il a travaillé en dialogue avec le gouvernement sur un certain nombre de sujets qui crispaient beaucoup les collectivités locales, les élus locaux. Les associations d'élus étaient très remontées alors que Jean-Luc Moudenc était plutôt constructif. Thierry ? Juste pour faire le lien sur les différents sujets de nos collègues de la Dépêche du Midi, chez les politiques, on commence à s'interroger sur que se passe-t-il si l'épidémie de coronavirus s'étend et qu'elle explose au moment des municipales. Est-ce qu'il faudra vraiment maintenir le fait que les gens se rendent dans un bureau de vote qui potentiellement est contaminé, ce qui dissémine encore plus le virus? Oui, c'est peut-être une question qui va se poser. Allez, on enchaîne, on va suivre la campagne municipale dans d'autres villes avec votre journal de campagne, Fanny Conquis. Et on commence par Lille. Il y avait un débat hier soir entre les candidats à la mairie de Lille. Effectivement, à Lille, hier soir, un débat était organisé par Sciences Po Lille en partenariat avec La Voix du Nord, République, Sénat. Martine Aubry du Parti Socialiste, Stéphane Bally d'Europe Écologie Les Verts, Marc-Philippe Daubresse, Les Républicains, Julien Poix, La France Insoumise et Violette Spilbou de La République En Marche ont débattu pendant 2 heures des différents thèmes de campagne, logement, sécurité, environnement. Seul absent, le candidat du Rassemblement National qui avait refusé l'invitation. Puis on rappelle quelques éléments de contexte. On rappelle que Martine Aubry est candidate à un 4e mandat et on rappelle aussi que Violette Spilbou, la candidate LREM, est l'ancienne chef de cabinet de Martine Aubry. Je vous propose de regarder un extrait. Il était notamment question de l'armement de la police municipale. Mais c'est quand même formidable. Vous avez ici des partis, on disserte sur ça, vous avez ici des partis qui n'ont jamais autant supprimé de policiers nationaux, M. Sarkozy. Ah non, vous ne pouvez pas dire ça sur le gouvernement actuel, même Mme Aubry le reconnaît. Écoutez, elle attend, Mme Aubry. Je ne le reconnais pas, je dis que M. Castaner m'a dit. Mme Aubry attend le coup de fil magique de M. Castaner pour avoir ses 400 policiers. On est en train d'arriver aux effectifs de 2007, vous le savez très bien. La loi, elle est claire. Qu'est-ce que doit faire le national? Tâche régalienne de l'État, assurer la sécurité publique. Est-ce qu'on va envoyer des agents municipaux, comme le propose Mme Spilbou, de 22h le soir à 4h du matin pour aller lutter contre les stupéfiants? Mais c'est vraiment ne rien connaître à l'organisation. Vous avez mal lu mon programme, vous l'avez écrit. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup bougé. Mais là, en tout cas, vous l'avez dit et écrit.
Parlons maintenant d'un ministre candidat, c'est Sébastien Lecornu. Oui, autre actualité de ce journal des municipales. Nouveau ministre en campagne, Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales. Il sera en 3e position sur la liste du maire sortant à Vernon dans l'Eure. On va maintenant à Vélizy-Villacoublay pour parler de Valérie Pécresse. Oui, on va dans les Yvelines. On a appris hier la candidature de Valérie Pécresse. La présidente de la région Île-de-France sera candidate en 6e position sur la liste du maire sortant dans la commune où elle a commencé sa carrière de députée. On rappelle qu'elle a été élue dans les Yvelines pendant 8 ans. Et puis on finit par Marseille. Oui, on va à Marseille avec cette campagne mouvementée. Dernier épisode en date, une vidéo publiée sur Twitter par Bruno Gilles, le candidat dissident de la droite. On y voit Catherine Pila. Elle est conseillère municipale déléguée aux édifices culturels, mais aussi candidate sur les listes de Martine Vassal, la candidate LR à Marseille. Sur la vidéo, on voit donc Catherine Pila tenir un discours dans une église. Regardez. Les églises sur lesquelles nous sommes intervenus pendant le mandat, 40 millions d'euros qui ont été mis à disposition de ces lieux de culte. Et je pense qu'il était essentiel de le rappeler aujourd'hui. Sachez donc tout l'attachement qui est le nôtre, Yves Morel, Martine Vassal et moi-même, d'être à vos côtés et de préserver les lieux de culte qui sont l'histoire de notre ville. Alors on rappelle que la loi 1905 interdit de tenir des réunions politiques dans les lieux de culte, mais Catherine Pila se défend sur Twitter d'avoir tenu une réunion politique selon elle. Elle était présente en tant que déléguée municipale en charge des travaux effectués dans cet édifice culturel. Et puis on termine avec la campagne à Mondeville, petite commune près de Caen dans le Calvados. Oui, un débat devait être organisé hier soir par nos confrères de Ouest France, un débat en présence des 4 candidats, mais à la dernière minute, ce débat a dû être annulé. La raison, eh bien, Hélène Burga, la maire sortante, candidate à sa réélection, vient de passer ses vacances en Italie. On l'a dit, l'Italie est touchée par le coronavirus. Elle a donc dû suspendre sa campagne. Regardez ce qu'on peut lire sur le site actu.fr. Je suis rentrée mardi dernier d'un voyage en Vénétie et les recommandations du ministère de la Santé sont très claires depuis ce lundi matin. Je ne peux plus faire tout ce que nous faisions habituellement pendant les périodes de campagne comme les réunions publiques ou le porte-à-porte par principe de précaution. Elle a donc suspendu sa campagne jusqu'au 3 mars en attendant ses colistiers poursuivent la campagne sur le terrain et puis elle participe aux réunions par FaceTime. Et oui, vous le disiez Thierry, le coronavirus peut avoir un impact sur la campagne municipale. Voilà. Merci beaucoup Fanny, pour ce journal de campagne. Une réaction, messieurs, notamment à Lille où on le voit, eh bien, la sécurité est un thème fort de campagne, notamment pour Martine Aubry. La sécurité, c'est plus un thème réservé à la droite. Non, c'est un thème qui s'impose dans toutes les grandes villes de France depuis les derniers chiffres assez mauvais de la montée de la délinquance. On voit bien qu'il y a eu partout un phénomène des forces de l'ordre très concentré sur le maintien de l'ordre, notamment avec la longue séquence du mouvement des Gilets jaunes, puis des manifestations. Et donc, dans le même temps... et moins sur la lutte contre la délinquance. La lutte de la délinquance est moins d'effectifs mobilisés et moins d'effectifs également contre les trafics de drogue, notamment. Et donc on le voit, le maire d'une grande ville nous en parlait encore hier, dans toutes les grandes villes, ce sera un des thèmes de campagne. Et donc c'est aux collectivités de reprendre la lutte contre la délinquance avec des policiers armés ? Oui, avec des polices municipales renforcées. Quand on regarde enfin, oui et non, parce que certains sont pour, d'autres sont contre. Donc il y a un vrai débat, il y a un sujet. Oui, puis on voyait quand même Martine Aubry qui disait à l'instant, on ne va pas envoyer les policiers municipaux exactement. à 4h du matin lutter contre le trafic de drogue dans les quartiers. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours la même histoire. Pour ce qui concerne des missions régaliennes, de la sécurité, les élus locaux renvoient toujours la balle vers l'État, systématiquement, en disant c'est pas nous, c'est à l'État d'assurer la sécurité. Cela dit, ils sont bien obligés de composer, de faire avec, dans des conditions qui sont parfois un peu compliquées. Donc il y a des renforcements malgré tout. Ils mettent en place par ailleurs des politiques, la vidéosurveillance par exemple, ou des choses comme ça qui aident les services de l'État à lutter contre... Et des candidats sont également favorables à la reconnaissance faciale pour les habitants de la ville. Est-ce qu'on ne va pas dans la surenchère ? Pas tous, Enfin, en tout cas, des candidats à Lille. Pas Martine Aubry, Ça reste un marqueur droite-gauche. Oui, je pense aussi, Autant la vidéoprotection, qui s'appelait avant vidéosurveillance... les maires de gauche s'en emparent. Les maires de gauche, et notamment les maires socialistes, s'en sont emparés. Autant la reconnaissance faciale est encore un marqueur, effectivement, de clivage. Il y a une vraie question, là.
l'éthique, ce qu'on en fait, le traitement des données, enfin On va finir rapidement par Orléans avec Sébastien, un article d'Objectif Métropole sur la campagne à Orléans et sur deux anciens amis politiques qui s'affrontent lors de cette campagne. Oui, en effet, Olivier Carré, le maire sortant, va affronter Serge Gouard, qui est l'ancien maire qui a laissé son siège donc au premier en 2015 pour des raisons de santé. Il souhaite revenir. Les deux hommes sont divisés. Ils sont divisés depuis 2017, date à laquelle Olivier Carré est parti des Républicains pour se rapprocher de la République en marche. Serge Gouard considère qu'il y a des points de désaccord avec Olivier Carré, donc ils vont tous les deux s'affronter, enfin avec d'autres candidats, bien entendu, sur des sujets qui sont la santé, parce que c'est vrai qu'à Orléans, il y a un vrai déficit de médecins. Il y a une réelle désertification médicale. Sur la question de la sécurité, Olivier Carré considère que beaucoup de choses ont été faites, mais Serge Gouard considère que les chiffres sont très mauvais et qu'il faut arriver à une tolérance zéro. Et puis le troisième sujet, évidemment, l'écologie avec la mobilité notamment. Merci Sébastien pour cet éclairage orléanais. Le temps presse, on va maintenant parler d'agriculture et on va aller au Salon de l'Agriculture, retrouver Quentin Calmet qui est dans les allées du Salon et qui normalement est avec Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Exactement Alexandre, bonjour à vous et bonjour Valérie Rabault, vous êtes effectivement la présidente du groupe socialiste et apparenté. On va évoquer avec vous la loi Egalim qui constitue beaucoup de ce qui pose problème aujourd'hui, la question du revenu. Vous, qu'est-ce que vous tirez comme bilan de cette loi Egalim? On a vu que notamment ici dans le stand des vaches charolaises, cette question elle est très prégnante. Évidemment, et ce n'est pas une surprise quand elle a été votée. Nous avions fait une proposition qui est de dire qu'il faut que l'indicateur de coût puisse être vérifié par une entité publique. C'est-à-dire que, grosso modo, on ne mette pas les agriculteurs tout seuls face à la grande distribution pour dire quel est l'indicateur de coût qui permet de construire le prix. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, comme la majorité a refusé que cet indicateur de coût puisse faire l'objet d'une validation par la puissance publique, les agriculteurs sont laissés à eux-mêmes face à la grande distribution. La majorité, elle dit qu'il faut que les acteurs soient responsables et qu'il y ait avec ces indicateurs ensuite des filières qui s'organisent. Et on a vu que ça a pu fonctionner, notamment avec les producteurs de lait. Eux, ils ont plutôt un bon bilan au bout d'un an et demi. On le voit, il faut juste responsabiliser les acteurs. Non mais on est d'accord que si les acteurs se responsabilisent, effectivement, ça marche. Mais quand ça ne fonctionne pas, il faut mettre un peu un catalyseur pour faire en sorte que la machine puisse s'enclencher. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque effectivement, il y a notamment sur la viande, il y a des problèmes de prise en compte du coût. Quand vous faites de l'élevage, vous avez le coût des céréales que vous donnez à vos animaux. Vous avez aussi le coût du gasoil que vous mettez dans votre tracteur si vous avez des champs de luzerne, etc. Donc tout ça, aujourd'hui, on peut le contrôler. Donc il n'y avait pas de problème pour que la puissance publique le fasse. Et elle a refusé de le faire, je le regrette vraiment. Merci beaucoup Valérie Rabault. Votre délégation, constituée de parlementaires socialistes, va pouvoir déambuler toute la journée dans les allées. Il y aura aussi Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ou encore des parlementaires LR, toute la journée au Salon. Merci beaucoup Quentin. On va finir cette émission en regardant ce qu'il y a dans vos quotidiens régionaux. C'est la revue de presse avec vous Fanny. Et à la une du Dauphiné libéré. Évidemment, il est question du coronavirus. On en parle beaucoup depuis le début de cette émission et on voit cette photo à la une du journal, cette photo qui illustre la question des frontières face à l'épidémie. Est-ce qu'il faut fermer les frontières? On rappelle qu'en Italie, l'épidémie se propage et en France, 2 nouveaux cas ont été annoncés hier. La Voix du Nord. Oui, la Voix du Nord, là aussi, il est question du coronavirus, avec les différentes régions de France qui se préparent à accueillir d'éventuels patients. C'est le cas dans le Nord avec les hôpitaux qui se mobilisent à Lille, Tourcoing, Arras ou encore à Boulogne. Et puis Ouest-France. Ouest-France, là, il est question de toute autre chose. On parle du 49.3. Effectivement, face au mur d'amendements auxquels les députés sont confrontés sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, est-ce que le gouvernement aura recours au 49.3? Il en est question dans l'éditorial de Ouest-France. Et enfin, l'éclair des Pyrénées. Voilà, on finit avec l'éclair des Pyrénées. Et là, on parle des municipales avec cette inquiétude. Là, cette fois, ce n'est pas le coronavirus, c'est les candidats. Est-ce qu'il y aura des candidats dans toutes les communes dans les Pyrénées-Atlantiques? Il reste encore plus de 100 communes sans candidats.
Merci beaucoup Fanny pour cette revue de presse de la presse quotidienne régionale. Un mot, messieurs, rapidement sur le 49.3. Le gouvernement est obligé de passer par là pour finir ce débat sur les retraites ? Non, il n'est pas obligé d'en passer par là, mais en fait, on se dirige quand même vers une situation de blocage. Le problème, c'est qu'après, il y a un calendrier institutionnel et parlementaire qui oblige le gouvernement à passer sa loi en première lecture avant le 23 mars. Et donc il faut aller vite. Le problème, c'est quand est-ce que vous faites passer le 49.3 ? Est-ce que vous le faites passer maintenant au risque de l'opinion ne soit pas encore prête, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas encore compris que vraiment les débats étaient bloqués ? Ou est-ce que vous attendez de vous rapprocher des municipales, mais auquel cas vous risquez de vous prendre un contre-coup politique ? Manifestement, il se dit que ça pourrait être la semaine prochaine. Il se dit que. C'est une rumeur. C'est des choses. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce matin dans ce club des municipales. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Fanny pour toutes vos chroniques. Vous retrouvez demain Oriane Mancini. Demain, l'invité politique, c'est Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des Territoires. Prochain rendez-vous sur Public Sénat aujourd'hui à 14h avec l'émission spéciale consacrée aux questions d'actualité présentée par Tam Tranui. On vous souhaite une très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.